Bonsoir à tous, bienvenue dans le 18h de France Info. Les voiles des femmes iraniennes peuvent-ils faire tomber les mollahs? La vague d'indignation née après la mort de Mahsa Amini peut-il tenir face à la répression? Le courage de ces femmes s'est invité dans notre quotidien via les réseaux sociaux. Pour s'éloigner des soubresauts du monde, certains amèrent et se confrontent à la violence des éléments. Parole d'aventurier dans cette deuxième partie du 18h. Vous verrez, ça fait du bien avec un courage fou, littéralement. Mais d'abord, donc, le courage des femmes iraniennes qui, via les réseaux sociaux, ont forcé notre admiration. Elles manifestent leur colère à visage découvert depuis la mort de Mahsa Amini, décédée à 22 ans après son arrestation par les forces de l'ordre, par les brigades des mœurs le 16 septembre dernier. Avec nous, pour en parler, Alice Gauvin. Décidément, on va faire un abonnement. On est ravis de vous retrouver, Alice, puisque Envoyé spécial diffuse ce soir un document exceptionnel avec des images de l'intérieur des manifestations qui ont été tournées sur place, vous nous direz comment, mais qu'on n'a encore jamais vu sur une antenne de télévision. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis, face à vous, nous accueillons Fahimé Robiol. Bonsoir, madame. Bonsoir. Chargée de cours à l'ESSEC, oui, et également aux universités de Téhéran et de Kaboul. Vous êtes d'origine iranienne. C'est dire, madame, comment vous connaissez ces pays de l'intérieur. On a vu ces images dans le générique du 18h. On va les revoir car 13 jours après la mort de Mahsa Amini, suite à son arrestation par la fameuse police des mœurs, le mouvement de protestation semble gagner aujourd'hui d'autres secteurs de la population iranienne. Regardez ces images tournées aujourd'hui à l'université de Shiraz en Iran. Le commentaire est signé Antoine Delcourt. Devant les portes de leur université, ces étudiants scandent des slogans anti-gouvernement. Une manifestation de plus aujourd'hui et une colère qui ne retombe pas depuis 2 semaines. En témoignent hier encore ces rassemblements dans les rues de Sanandaj, capitale de la province iranienne du Kurdistan. Mais en face, un gouvernement inflexible. Hier soir à la télévision, le président dénonce un chaos inacceptable. La sécurité et les biens des gens sont la ligne rouge de la République islamique. Personne n'est autorisé à enfreindre la loi et à semer le chaos. Face à ce mouvement, une répression violente. Des dizaines de morts jusqu'à présent et plus d'1 millier d'arrestations. Il y a une semaine ici, dans les rues de Téhéran, la capitale, les coups de feu retentissent toute la nuit. À l'origine, la mort de Mahsa Amini, 22 ans, le 16 septembre dernier. Arrêtée 3 jours avant par la police des mœurs pour avoir mal porté le voile, la jeune femme décède à l'hôpital. Lors de ses funérailles, un premier rassemblement est dispersé à coups de gaz lacrymogène. Depuis, les manifestations de soutien ne font que grossir et s'étendre. Dans tout le pays, des quartiers riches aux quartiers pauvres, une mobilisation à l'ampleur inédite. Sur les réseaux sociaux, certaines Iraniennes se filment dehors, sans voile, et donc dans l'illégalité. Me voilà dans les rues de Téhéran, sans mon hijab. C'est comme ça que je défie la police des mœurs. De nombreuses personnalités se joignent au mouvement, comme ici les joueurs de l'équipe nationale de football. Logo caché sous leur parka noir, lors d'un match amical avant-hier. En guise de réponse, le gouverneur de la province de Téhéran menace de s'en prendre à ces célébrités. Depuis le début, les autorités iraniennes démentent avoir violenté Mahsa Amini. Elles en veulent pour preuve cet extrait de vidéosurveillance où l'on verrait la jeune femme s'écrouler d'elle-même dans les locaux de la police. L'annonce de ce décès suscite de vives condamnations internationales, notamment des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. De son côté, l'Allemagne réclame aujourd'hui des sanctions de l'Union européenne contre l'Iran. Avec nous sur ce plateau, Alice Gauvin, d'envoyé spécial, et Fahimé Robiol, chargé de cours à l'ESSEC et aux universités de Téhéran et de Kaboul. Je me tourne d'abord vers vous, madame, vous qui connaissez bien les étudiants iraniens, qui leur avez enseigné, vous avez été leur professeur. Est-ce que ça vous surprend, ces images de Shiraz, ou pas du tout ?
D'abord, si vous permettez, je voudrais présenter toutes mes condoléances au peuple iranien, à la famille de Mahsa et puis à toutes les personnes qui ont perdu la vie depuis 13 jours dans ces manifestations, sans oublier tous ceux qui, depuis 20 ans, même plus que 20 ans, sont en train d'essayer de s'en sortir de ces situations invraisemblables qui est ce gouvernement qui ne fait qu'apporter la pression et la violence contre son propre peuple. Moi, j'ai enseigné à l'université de Téhéran, à la faculté d'ingénieurs, depuis 2009. Et que je ne peux pas me permettre de dire que je subi, mais j'étais contrainte de porter le voile en été, il fait très très chaud, et puis de respecter le code dans le but d'apporter mes connaissances et le donner aux étudiants pour espérer que ces jeunes de très haut niveau puissent un jour prendre le relais, le jour qu'il y a le changement, d'avoir les mêmes compétences en négociation, etc., pour pouvoir être des interlocuteurs au niveau Occident et des gens où on connaissait Vous l'avez avant la porté Révolution. pour faire passer vos idées, en quelque sorte. Pas mes idées, mais la connaissance. La connaissance, mais partager une expertise, une expérience. Absolument. Et que ces expertises-là, je les fais tout en respectant les codes. Ce qui était extrêmement lourd, mais pas comparable par rapport à ce que vivaient ces gens-là du matin au soir. Du coup, ça peut se propager, madame, à l'université ? Alors, les étudiants et les étudiants masculins, là on a vu les joueurs de football de l'équipe nationale en communion dans la douleur de ce que vivent les Iraniennes. Oui, de façon historique, les étudiants étaient toujours des volontaristes au début de toutes ces manifestations, de façon générale. Et que, avec un insidieux dans le campus de l'université de Téhéran il y a quelques années, il y a eu énormément de pression et puis censure et puis de mettre au milieu des étudiants également les étudiants qui étaient de forme bassidj. C'est-à-dire il y avait des quotas de ces gens-là et qui entraient et qui essayaient de faire un équilibre qui n'était jamais atteint parce que les étudiants sont extrêmement intelligents, de très bon niveau. Bassidj, c'est les gardiens de la Révolution, hein, c'est bien ça. Oui. Alors, donc, quand vous entrez en classe, vous voyez qui est qui. Et les étudiants sont tellement en adoration de quelqu'un qui se donne de la peine de venir jusqu'à là, qui porte un voile et avec toutes les difficultés et le risque qui existe, eh ben, prévient professeur, un tel. Voilà. Et interromps parce que c'est ce qu'on va voir aussi dans votre reportage. Alors, votre reportage, vous nous expliquer, mais il y a aussi ça, quand les étudiants se rassemblent, ils restent vigilants parce qu'on peut toujours être à côté d'un espion. C'est ça, voilà, ce qu'on appelle les bassidji ou les boscharsi, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des policiers, des miliciens, et là, il y a eu des consignes très claires de donner à ces policiers, à ces miliciens, d'adopter, c'est ce qu'on raconte dans le reportage, les codes vestimentaires, notamment des manifestants, qui sont la jeunesse, alors c'est tous les milieux sociaux, mais en tout cas on leur a dit, habillez-vous comme eux, habillez-vous comme des intellectuels de Téhéran, par exemple, et infiltrez les mouvements. Et donc ça, c'est ce qu'on raconte dans le reportage, que c'est très difficile pour les manifestants parce que parmi eux, ils savent qu'il y a des gens qui potentiellement peuvent les arrêter à tout moment. Alors, un mot de ce qu'on va voir, Alice, c'est des images de l'intérieur. On peut dire comment elles ont été tournées ou il faut faire attention ? Il faut qu'on fasse très attention. Il y a très peu d'images qui sortent d'Iran. On le voit, il y a un petit peu d'images qui sortent sur les réseaux sociaux. C'est de plus en plus compliqué puisque le régime essaie de couper Internet. Alors, c'est aléatoire, hein, mais petit à petit, Internet, les réseaux sociaux, ça devient de plus en plus difficile. Il y a très peu d'images qui sortent, avec très peu d'images qu'on peut authentifier. Il se trouve que nous, on a un journaliste qui a pu tourner sur place. Voilà, j'en dirai pas plus pour sa sécurité et la sécurité de ses contacts sur place, et qui a réussi à nous faire parvenir donc des images au cœur de la contestation auprès des militantes et militants qui se mobilisent à Téhéran. Et donc voilà, avec Violaine Vermogo, nous avons monté ces images et nous les diffusons ce soir dans Envoyé spécial.
Alors, comment Mahsa Amini a-t-elle été arrêtée? Dans quelles circonstances a-t-elle été tuée? Ce qu'on sait, c'est ce que vous nous décriviez, c'est comment le piège peut se refermer sur des jeunes femmes qui manifestent. C'est ce que le journaliste d'Envoyé spécial a pu voir et en témoigne dans cet extrait, premier extrait de cet envoyé spécial à découvrir tout à l'heure sur France 2, l'infiltration des manifestations par les services iraniens. Il y avait des jeunes de 15-16 ans qui étaient en train de se parler. Et tout d'un coup, deux hommes en civil ont couru vers eux. Il y avait une fille et un garçon. Ils ont jeté d'abord le garçon à terre et l'ont tabassé. Comment vous faites pour repérer les forces de l'ordre s'ils sont habillés en civil? C'est très difficile. Pour certains, c'est impossible à deviner. Ils sont habillés à la mode, très chic, avec des habits de marque, de belles chaussures. Ils n'ont pas de barbe. Vraiment, on ne peut pas les reconnaître. Et puis finalement, ils ont embarqué les jeunes dans un de leurs vannes banalisées. On ne pouvait pas savoir à quelle unité ils appartenaient. Ce genre d'arrestation, c'est inquiétant, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec les gens qu'ils arrêtent. Et on ne sait pas où aller se renseigner. On n'a aucun moyen de savoir s'ils sont en vie, pas en vie, où et dans quelles conditions ils sont détenus. Fahimé Robiol, vous nous disiez, madame, tout à l'heure que les étudiants savent qui est qui dans une salle. Là, ils ne savaient pas. Enfin, c'est dur à voir. Bien sûr. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, on a le sentiment qu'après 13 jours, il y a une sorte de fatigue de la police notamment, parce que les manifestants, ils sont extrêmement intelligents. Ils ont appris maintenant, après tant de fois d'échecs, qu'il ne faut pas qu'ils se réunissent tous en même temps au même endroit. Donc, ils sont très mobiles, je parle des manifestants, et puis ainsi, ils sont un peu partout, et l'État n'arrive pas à mobiliser autant de policiers pour les suivre. D'un autre côté, on a l'impression qu'il y a une sorte de faiblesse et hésitation dans les attaques, même si c'est très très fort, par rapport aux fois précédentes, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a leurs enfants dedans. Il y a les enfants des dignitaires, vous voulez dire parfois, ou des policiers. Les policiers, parce que c'est pas les dignitaires, ils n'ont pas de problème. Les filles et les garçons des dignitaires, ils peuvent s'habiller, ils vont jamais être inquiétés par la police. Ils habitent dans le nord de Téhéran, et puis c'est Gashti-e-Shot, c'est-à-dire ces camions qui arrêtent les personnes selon les femmes, selon et les hommes ailleurs, selon l'affaire, le code vestimentaire. Ils vont pas aller là-bas parce qu'ils savent très bien qu'ils prennent un risque important et qu'avec un coup de fil, ils sont virés de leur travail. Et par contre, la classe moyenne de ces policiers-là, ils se rendent compte que leurs enfants sont contre ce système-là. Hier, j'entendais qu'on disait que par exemple, les enfants des martyrs ou la couche des martyrs de la guerre, ils sont pro le régime. Peut-être ils étaient pro le régime, mais à partir qu'il y a 2 ans, depuis 2 ans, il y a 70% de la population qui est tombée en dessous de ce seuil de pauvreté. Ben, ces gens-là en font partie. Ils en font partie, et là, ils se demandent, mais pourquoi? Et leurs enfants sont intelligents. On le sent, cette scission, Alice Gomin, dans votre reportage, entre les jeunes et ceux qui risquent rien et ceux qui risquent tout? Ça, c'est pas quelque chose qu'on a abordé. Ce qu'on voit en revanche, c'est qu'effectivement, ça touche toutes les classes sociales, les femmes et puis les hommes. On a aussi un homme qui témoigne dans le reportage et qui dit « Moi, je fais pas de différence homme-femme ». Alors, ça peut paraître classique comme propos. En France, c'est pas scandaleux de dire ça. En Iran, c'est quelque chose de très important et je crois que c'est aussi un basculement, que les hommes aussi veulent un changement de société et ils disent, c'est marrant, les gens qui témoignent dans le reportage sont assez jeunes, ils ont 27, 30, 35 ans, mais ils disent on se bat même pas pour nous, on se bat pour les générations à venir, pour pas qu'elles aient à subir ce qu'on a subi nous. Alors, on va regarder
ce qui est l'ouverture de votre reportage ce soir. Vous le disiez, madame, on s'organise pour essayer de ne pas se faire coincer par la fameuse police des mœurs dont on reparlera ensemble. On n'est pas forcément à pied. Regardez, vous avez en avant-première les premières minutes d'Envoyé spécial consacrées à la révolte des femmes iraniennes et des jeunes Iraniens ce soir. Ce soir, je ne sais pas quoi faire. Le réseau est coupé, il n'y a pas d'internet. J'ai pas de contact avec les autres. Je ne sais pas où sont mes amis, où ça se passe. Il est déjà 19h30. Ça va commencer. Il y a beaucoup de... C'est bon signe de voir autant de voitures. Ce soir-là, ces Iraniens préfèrent manifester depuis leur voiture, par peur d'être identifiés et arrêtés. Bravo, bravo. Je te félicite. Mort au dictateur! Mort au dictateur! Mort au dictateur! Tu te rends compte? Devant les policiers, on dit mort au guide suprême. Là, il y a une moto. Là, il y en a. Fais attention, attention. Ce sont ces hommes en moto qui sont tant redoutés. Certains sont policiers, d'autres miliciens. Habillés parfois en civil pour se fondre dans la foule et arrêter des manifestants au hasard. Ce sont les bras répressifs de la République islamique. Cet été, ils fouillent les voitures. T'es en train de filmer? Non mais ça va pas. Baisse ta caméra, fermez vos portières, remontez vos vitres. Regardez, c'est une famille. T'as vu comme ils sont en train de les fouiller? Quelques minutes plus tard, cette famille sera embarquée. Comme cette jeune fille sans voile sur sa moto, arrêtée 10 mètres plus loin par les forces de l'ordre. Alice Gauvin, ils continuent, alors même s'ils sont en voiture. Ça, la voiture, c'est un nouveau mode de manifestation? Oui, en tout cas, notre journaliste, il a accompagné effectivement la militante lors d'une manifestation comme ça. Ils avaient essayé d'aller manifester à pied et c'était trop dangereux. Ils se sont dit, voilà, on va... Il y a des rassemblements aussi qui se font en voiture, mais on voit qu'effectivement les arrestations sont perpétuelles et au hasard. En fait, c'est vraiment une façon de semer la terreur, c'est-à-dire qu'on va arrêter une femme qui passe sans voile sur la moto. Et évidemment, les femmes sont obligées d'être voilées en Iran, hein, c'est bien. C'est le cœur du problème. À partir de 7 ans, je crois, hein, à partir de l'âge de 7 ans. Et en tout cas, il y a ce règne de l'arbitraire qui est que n'importe qui peut être arrêté n'importe comment, comme on l'entendait tout à l'heure dans l'autre extrait du reportage, sans savoir où ils vont être conduits, par quelle unité ils ont été arrêtés. Et c'est comme ça, en tout cas, que la police essaie de semer la terreur. Alors, Marnaz Shirali, vous nous avez rejoint. Bonsoir, madame. Bonsoir. Auteure, sociologue, politologue, iranienne, également enseignante à Sciences Po Paris notamment. Cette police des mœurs, comment on la définit? Alice Gauvin nous rappelait à l'instant qu'elle pouvait frapper n'importe où, n'importe quand. C'est le cœur de la répression aujourd'hui, le cœur de la terreur? C'est le bras de la terreur. C'est une police particulièrement violente depuis 43 ans, c'est pas nouveau. Ça fait 43 ans que cette police, les agents de cette police de mœurs brutalisent les femmes, brutalisent systématiquement. 43 ans, c'est la date de la révolution islamique, dès le lendemain de l'arrivée dès le lendemain de la révolution, Khomeini a créé cette police pour brutaliser les femmes, pour rendre les femmes soumises à ses ordres, à sa volonté. Alors que les femmes iraniennes ne se sont jamais complètement soumises. Vous voyez aujourd'hui à quel point elles sont contre, elles sont rebelles, elles révoltent contre un régime qui les a réprimées pendant très longtemps et les jeunes générations ne supportent plus. Alors ces images, si elles vous ont touché, si elles nous ont touchés, si elles émeuvent la communauté internationale, les dirigeants et les sociétés, c'est parce qu'on les reçoit sur nos téléphones portables via les réseaux sociaux. Vous l'avez mis en évidence, Alice, dans le reportage que vous proposez ce soir
avec ce qui a été tourné en Iran et monté ici à Paris. On va le regarder ensemble avec cette chanson Bella Ciao, le fameux hymne que vous allez reconnaître des partisans italiens pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été repris en perse sur les réseaux par une Iranienne. Et c'est des images qui ont ému le monde entier. Qu'est-ce qu'on voit, Alice? On a vu une femme jeter son voile. C'est ça, les femmes jettent leur voile, ce qui sont des scènes inédites en Iran. Et puis aussi toutes ces femmes, de manière très émouvante, qui coupent leurs cheveux, puisqu'apparemment le problème c'est qu'on voit leurs cheveux, elles en viennent à sacrifier leurs cheveux. Là on le voit pas parce qu'on a flouté pour la sécurité des jeunes femmes en question, mais elles sont en larmes en le faisant. C'est un vrai sacrifice et c'est leur façon d'interpeller le monde. Si les images nous parviennent via les réseaux sociaux, et très peu, c'est aussi parce qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'arrestations. Il y a eu a priori au moins 1200 arrestations, dont à peu près 25 journalistes. Donc c'est très difficile en fait d'avoir... Donc c'est des bribes qui nous arrivent et qui sont précieuses de cette colère et de cette révolte. Mesdames, quand on est d'origine iranienne, on est forcément ému. Déjà nous, on est touchés, mais on est encore plus ému, plus bouleversés quand on voit ces jeunes femmes, dont certaines sont mortes aussi, celles qui se sont levées pour dire non. Oui, en effet, surtout quand je vois les filles, les jeunes femmes qui se coupent les cheveux de cette façon brutale. C'est une tradition, paraît-il, ancestrale, parce que dans le grand livre de Rois, on parle de deuil des femmes. Quand les femmes sont en colère et que sont en deuil, elles se coupent les cheveux. Alors, elles ont repris une ancienne tradition qui date du XIIe siècle, et elles ont repris et elles manifestent leur colère contre le régime en se coupant les cheveux de cette manière. D'ailleurs, j'ai entendu dire que les jeunes eux-mêmes, ils disent qu'il y a 20 000 arrestations. Donc, il y a tellement de gens qui sont arrêtés qu'ils n'arrivent même pas à les placer dans les prisons. Donc, il n'y a pas de place. Ils ne savent pas quoi faire, les agents de régime, avec tous ceux qu'ils ont, toutes celles et tous ceux qu'ils ont arrêtés. Fahimeh Robiol, je vous sentais émue, madame, vous qui avez enseigné à ces jeunes femmes. Moi, je peux vous dire quelque chose. Je suis très émue de voir ces images-là et que je suis en admiration devant ces jeunes-là. Et quelque part, je me dis, nous étions des lâches. Il y a eu des manifestations aussi, Azadekian, ce matin, chez nos confrères de France Inter. Je rappelais cette chercheure qu'elle était aussi descendue dans la rue. Il y a eu des manifestations. Moi, je suis partie la veille de fermeture de l'aéroport parce que j'ai mon époux qui est français. Et pendant qu'Imam Khomeini était choyé, on a commencé à tabasser les Français, comme des autres étrangers, à Téhéran. Donc, il a été évacué. Et moi, je l'ai suivi en pensant que je vais revenir dans 3 mois, ça va se calmer. Mais je ne faisais pas partie des intellectuels qui pensaient la liberté, ça va être apporté par Khomeini. Et c'est dans ce sens-là que je me dis, on aurait dû, parce qu'on était quand même, c'était la couche silencieuse de la société qui pensait comme ça et qui n'allait pas dans la rue, et que nous n'étions pas assez courageuses pour aller se faire tuer si c'était nécessaire, pour dire ce qui est en train de se passer dans les rues de Téhéran par Imam Khomeini, encouragé par les cassettes qui venaient tous les jours par Air France à Téhéran, et c'est un canular, c'est pas possible. Donc c'est dans ce sens-là que je n'arrête pas depuis 43 ans de dire mais pourquoi je suis pas allée dans la rue, même si on était très peu nombreux, tant pis pour être tués. Donc lorsque j'entends ça, je me dis, courage qu'ils avaient, que nous ne avions pas, et que nous, en grande partie, sommes responsables. Là, bon, moi, j'ai parlé de ma position, mais tous ceux qui ont cru de voir l'image de Khomeini dans la Lune, on a créé, avec des complicités d'un certain nombre des éléments extérieurs, la situation auquel sont confrontés nos enfants, nos petits-enfants, et que ça, c'est quelque chose qui nous hante, pas seulement moi, mais beaucoup, beaucoup de compatriotes. Chacune d'entre vous, vous avez encore des proches, des amis de la famille aujourd'hui à Téhéran ou dans d'autres parties du pays? Comme tous les Iraniens, évidemment. Ouais. Nous sommes iraniennes et donc nous avons notre famille, nous avons des cousins, des cousines de la famille
en Iran, évidemment, et ça nous touche parce que ce sont les membres de notre famille qui sont dans les rues et quand on est en contact avec eux, ils nous racontent ce qui se passe et c'est particulièrement émouvant. Et est-ce que c'est différent aujourd'hui? Il y avait déjà la jeunesse iranienne qui s'était soulevée en 2019, me semble-t-il. Il y a eu des mouvements de protestation. La répression est toujours extrêmement forte, violente. Voilà, certains sont prêts à tuer pour que ce régime autocratique, théocratique perdure. Est-ce qu'aujourd'hui, on sent que ça pourrait être différent, que c'est le début de quelque chose qui pourrait déstabiliser les mollahs plus fortement? Il y a plusieurs dimensions nouvelles dans ces révoltes de cette année. Premièrement, on peut constater que c'est vraiment généralisé. On n'a jamais eu de cette ampleur, des révoltes, des contestations de cette ampleur. Deuxième dimension importante qu'on peut constater dans ces révoltes, c'est que ça touche toutes les classes sociales. Ce n'est pas seulement une ou deux classes, ce n'est pas seulement les pauvres. Voilà, toutes les classes sociales sont concernées parce que dans le sort tragique de cette jeune fille de 22 ans, toutes les Iraniennes, toutes les femmes iraniennes, elles s'y sont reconnues. Et les hommes aussi, ils ont reconnu le sort de leur fille, le sort de leur sœur. Donc, c'était quelque chose de généralisé. Ça a touché tout le monde. Et troisième dimension que je peux constater avec grand plaisir en tant que sociologue, je trouve qu'il y a une forte solidarité masculine à faire. Les hommes qui défendent la cause des femmes. Et ça, c'est la première fois. Et je suis très contente. Cela montre que la société iranienne a gardé son dynamisme. C'est une société vivante, malgré 43 ans de répression massive. Elle a toujours gardé son dynamisme. Et là, on voit les footballeurs, pendant que vous parlez, madame, l'équipe nationale d'Iran qui était solidaire. Ça vous a touché, j'imagine, toutes les deux, ou ça vous a surpris? Ça m'a, disons, agréablement surpris parce que les gens qu'on appelle les celebrities en Iran, c'est un terme péjoratif. Les Iraniens disent que le président iranien menace aujourd'hui de représailles. Alors, on n'attendait pas parce que ces gens-là sont très conservateurs. Normalement, ils ne réagissent pas. C'est la première fois qu'on voit que les gens connus, les gens qui ont une certaine popularité, commencent à défendre la cause populaire et c'est encore une bonne surprise. Et voilà, ils portaient leur doudoune noire sur leur maillot pour cacher les couleurs de leur pays. Vous vouliez réagir, madame Roubiol? Ce que je voulais dire là-dessus, c'est que les précédentes manifestations, qui ont été réprimées également avec beaucoup de violence, c'était des îlots répondant à une couche de la société, que ce soit les retraités, que ce soit les martyrs, les enfants de la Révolution, que ce soit les étudiants. Donc c'était vraiment des îlots où, par exemple, les sous-contracteurs de pétrole, pétrochimie iranienne, il y en a eu dans les endroits différents comme des îlots qui ne se rejoignaient pas. Aujourd'hui, on voit bien, et puis à l'extérieur, on avait des mouvements de contestation appartenant à tel ou tel mouvement politique, si vous voulez. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater, c'est que, comme vous venez de le dire, c'est un mouvement qui est civique, c'est un mouvement de droits de l'homme, de droits humains, et sur lequel tout le monde est d'accord. Et là, ils prennent sa racine sur toute cette frustration de la société depuis 43 ans. Il faut voir que la femme iranienne a gagné chaque millimètre de ses cheveux avec beaucoup de violence qu'elle a subie, jusqu'à ce qu'elle arrive, et maintenant avec le nouveau président, on peut revenir en arrière. Donc, en effet, si ma fille aille dans la rue, elle pourrait être tuée comme elle. Donc tout le monde a trouvé le même raisonnement pour pouvoir se réunir autour. Et ce qui est encore beaucoup plus intéressant, on voyait que la diaspora iranienne manifestait très peu. Et que là, à partir de ce qu'on constate, à Paris, il y avait dimanche plus que 4000 personnes. Il y a plus qu'1 million d'Iraniens qui se sont réunis dans les différents coins du monde qui disent exactement la même chose. On ne voit pas beaucoup de drapeaux des tel ou tel mouvement, mais tout le monde épouse
cette cause qui est illustrée par cette femme, auquel maintenant c'est en train d'ajouter plus que 200 millions de tweets, plus de célébrités au niveau international, les politiques, etc. Ce qui manque, si vous permettez que je vous le dise, ce qui manque aujourd'hui, c'est que au niveau politique, au niveau international, qu'il y a une décision qui est prise. Je sais pas, on rappelle tous nos ambassadeurs. Parce qu'on peut pas dire. Je crois que l'ambassadeur de France a été convoqué aujourd'hui à Téhéran pour explication suite au mécontentement exprimé par la France. Oui, mais convoqué par les autorités iraniennes. Exactement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ce que vous dites à Emmanuel Macron ce soir, c'est si on est solidaire des femmes iraniennes, on rappelle nos ambassadeurs. Mais moi, je pense que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui montre que le monde est derrière un mouvement féministe, révolutionnaire, qui peut révolutionner d'autres causes partout dans le monde. Et la France sera le premier qui serait, je suis désolée de le dire comme ça, bénéficiaire d'un telle action. Regardez, j'ai marqué, il y a une organisation hacker qui sont en train de faire des actions sur les sites importants de l'État iranien. Les banques, pour bloquer les richesses. On va juste rebondir, madame, sur ce que vous disiez, et après je vais donner la parole à Alice. Solidarité, il y a eu certes, on a vu les manifestations de soutien à Berlin, mais il y a eu d'autres femmes, j'allais dire encore plus courageuses, parce que les risques ne sont évidemment pas les mêmes. C'est des images qui nous sont arrivées de Kaboul aujourd'hui, des Afghanes qui se sont rassemblées devant l'ambassade iranienne à Kaboul, qui ont défié les talibans. Alors je ne sais pas dans le degré de ce qu'on leur fait subir, et vous entendez les tirs des talibans pour les disperser entre les femmes iraniennes et les femmes afghanes. Voilà, c'est le voile imposé et la liberté reniée, mais elles sont descendues, ces femmes, pour soutenir leurs consoeurs iraniennes. Vous connaissez bien aussi l'Afghanistan, voilà, oui. de populations de femmes. Je connais, depuis 2009, je vais en Afghanistan pratiquement une fois par an. J'ai participé à toutes les élections en tant qu'observatrice. J'ai fait des formations pour les femmes députées, sénatrices, des activistes, etc., etc. J'ai enseigné à l'université de Kaboul, écoutez bien, Master Gender and Women's Studies, ce qui n'existait absolument pas autour de ce pays. C'est, on va dire, une maîtrise sur les études de genre qui nous viennent en général des États-Unis. Et voilà. Vous enseignez à Kaboul, c'est vrai que ça peut être assez ironique au regard du retour des talibans. Exactement. Et que mes étudiants étaient eux-mêmes des professeurs d'université pour qu'ils puissent aller dans les différentes universités et apporter cette notion de genre. Donc, à partir de tous ces voyages-là, j'ai créé une sorte de réseau des femmes qui m'ont prévenu, Fahimé, il y a un gros problème, on est en danger. Et depuis mi-août, ma vie est complètement bouleversée parce qu'il fallait aider ces femmes-là qui étaient de haut niveau, que les talibans les cherchaient, par exemple une femme générale. Mais vous faites le point commun, il y a un point commun entre ces deux régimes. C'est l'islam. C'est l'islam. Alors, ce sont des femmes qui subissent politique et exploité par les religieux, cet islam théocratique-là. N'oublions pas que ces politiques, ces islamistes, ou tous ces dirigeants politiques, ils font subir aux femmes la loi islamique. Et c'est la loi islamique qui demande que la femme soit couverte. C'est la loi islamique qui considère que la vie d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Il ne faut pas oublier, dans tous les pays islamiques, s'il y a une chose qui est en commun entre les différentes congrégations musulmanes, entre les différentes catégories de l'islam, c'est que la vie d'une femme vaut la moitié de celle d'un homme. Il y a des imams libéraux, madame, qui n'ont pas la même interprétation. J'en entendais encore une ce matin en France, la seule imam de France, qui ne dit pas ça, qui dit que le voile peut être interprété, porté par chacun. Je vous parle de la charia. Dans la charia, partout au monde musulman, la femme est considérée comme la moitié de l'homme. Partout dans le monde musulman. Quelle que soit l'interprétation de ces hommes qui se sont modernisés, la loi reste la même. Tant qu'on respecte la loi telle qu'elle était, quand on n'accepte pas de changer les lois, tant qu'on n'accepte pas que chaque société a ses propres lois, le combat des femmes dans le monde musulman va continuer. Et ça ne va pas s'arrêter. Ce que les femmes iraniennes subissent
aujourd'hui, ce que les femmes afghanes subissent, ce que toutes les femmes dans le monde musulman subissent, ce sont ces lois qui sont devenues sacrées et que le monde musulman ne veut pas accepter, que les lois doivent changer et que les femmes ne sont pas à obéir à des lois qui appartiennent à, il y a 1500 ans, à une autre société avec d'autres mœurs. Alice Gauvin, quand on essaye de jauger, vous avez plongé dans ces images depuis quelques jours pour le reportage d'Envoyé spécial au cœur de ces manifestations tout à l'heure sur France 2. Est-ce qu'on est en mesure, Alice, de se dire oui, c'est un mouvement d'heure, oui, il semble porter plus fort que les précédents? Alors dans le reportage, on suit plusieurs militants, notamment une militante qu'on suit un peu sur la longueur. On ne donne pas son vrai prénom, évidemment, pour sa sécurité. Elle nous a demandé de l'appeler Massa, en hommage à Massa Amini. Et elle dit, là, il y a quelque chose qui s'est passé, on le sait qu'on est brimé, mais on en a vraiment pris conscience maintenant et on ne veut plus s'arrêter. Et c'est ce que dit aussi un homme qui témoigne dans le reportage aussi, qui est aussi un militant. Il dit, cette fois, c'est fini, en fait. Alors, est-ce qu'ils arriveront à aller jusqu'au bout, jusqu'à la liberté? Ce que disait madame, c'est que oui, en fait, l'Iran est un pays où la charia s'applique. Massa, dans le reportage, elle dit, moi, je ne crois pas à la charia. Alors, pour le simple fait de dire ça, elle prend des risques énormes. Voilà, elle prend des risques énormes. Elle risque la prison. Et puis, avec tout l'arbitraire que l'on a vu en Iran, ça peut aussi être tabassé avant d'arriver en prison et mourir. Mais il y a pas de liberté de conscience. Et elle dit, moi, je refuse en fait de porter le voile. Je refuse qu'on m'applique une loi que je n'ai pas choisi. Et ça, en Iran, aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, on va essayer d'élargir un tout petit peu ce débat extrêmement riche et je vous en remercie toutes les trois. C'est la réaction aujourd'hui sur la scène extérieure de Téhéran. Est-ce que c'est une alerte à l'ingérence? Est-ce que c'est une menace? À qui parlerait trop fort contre Téhéran? Aujourd'hui, l'Iran a frappé le Kurdistan irakien. Au moins 13 personnes ont été tuées et une cinquantaine blessées, dont des femmes et des enfants. Vous envoyez les images visées des groupes armés de l'opposition kurde iranienne qui est solidaire et qui dénonce la répression des manifestations en République islamique. Est-ce qu'il peut y avoir une contagion? Est-ce que, vous disiez, il faudrait rappeler nos ambassadeurs, est-ce qu'on a les mains aussi libres que ça, alors qu'on négocie en ce moment un accord sur le nucléaire avec les Iraniens? L'accord nucléaire. Mais si vous permettez, moi je pense que c'est une tactique des Iraniens, parce qu'ils ont des salles de réflexion de très grande qualité. C'est une façon de dévier l'attention, non seulement à l'intérieur, mais également au niveau international, là-dessus, pour dire, regardez, toutes ces affaires-là, c'est des affaires de séparatistes. Or, pendant tous ces jours-là... Donc là, ce seraient les Kurdes en Iran qui seraient derrière les manifestations des femmes. Qui veulent la séparation du Kurdistan. Or, dans ce mouvement-là, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens de Khouzestan disaient que le Kurdistan est la lumière de nos yeux, ou des Azerbaïdjan disaient la même chose. Donc, depuis tant d'années que tout le monde nous disait, s'il y a une révolte en Iran, le pays va être divisé, l'intelligence même de la population a montré le contraire. Donc là, pour moi, c'est une déviation pour dire que, voilà, ils sont des séparatistes, on va les attaquer, et ils attendent qu'eux, ils l'attaquent, et on dit, la guerre est déclarée, et qu'on oublie complètement ce qui se passe à l'intérieur. Et les Kurdes, ils ont eu des déclarations en disant qu'ils ont compris et qu'ils ne vont pas tomber dans ce piège-là et qu'ils ne vont pas faire de représailles. Manas Shirali, il peut y avoir des conséquences internationales. Est-ce que ça peut devenir une affaire, alors ça l'est déjà avec les réseaux sociaux, mais ça peut devenir une affaire de politique étrangère? En tout cas, ce qu'on espère, ce que les Iraniens espèrent, c'est la pression de la communauté internationale sur la République islamique. Il ne faut pas permettre aujourd'hui, en 21e siècle, qu'un État voyou tue ses propres ressortissants en toute impunité. C'est le mouvement des Iraniens pour la démocratie et la liberté. C'est un printemps iranien, vous diriez? Je ne dirais pas que c'est un printemps... Comme il y a eu les temps arabes il y a quelques années? Ce genre de raccourcis ne me plaise pas. Mais par contre, je pense que c'est une responsabilité de la communauté internationale de réagir, de ne pas permettre à la République islamique de tuer ces jeunes qui demandent tout simplement la vie
ils le disent. La seule chose qu'ils réclament, c'est de pouvoir vivre comme tous les autres jeunes dans les autres pays. Alors donc, ils demandent la liberté, ils demandent la démocratie. C'est un combat pour la démocratie. Je ne vois pas pourquoi la communauté internationale ne doit pas soutenir ces jeunes et ne doit pas mettre la pression sur un État qui est en train de tuer ses propres ressortissants en dehors de ses frontières et les autres à l'extérieur de ses frontières. Donc c'est la moindre des choses de convoquer les ambassadeurs iraniens qui sont partout et ne pas l'inverse. C'est vraiment incroyable. C'est kafkaïen. Mais on sait, madame, que cette théocratie, que la police des mœurs, que les gardiens de la Révolution, on l'a vu, beaucoup d'entre vous le disent, sont prêts à aller jusqu'au bout et ne laisseront pas leur pouvoir. Et il y a aussi des gens qui les soutiennent en Iran, qui vivent de ce régime. Qu'est-ce qui sera décisif dans les prochains jours et qu'est-ce qui va faire que, oui, aujourd'hui, plus qu'un autre, ce régime s'effondrerait comme un château de cartes, alors que de nombreuses personnes y trouvent un intérêt? Ce n'est pas de nombreuses personnes. L'Iran est un pays de 85 millions d'habitants. Il est tout à fait normal qu'il y ait quand même 2%, 5% de cette population soutiennent encore le régime parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Mais le reste, non. Mais quand même, l'écrasante majorité des Iraniens sont dans les rues. L'écrasante majorité des Iraniens veulent la démocratie et ne pas un État qui est en guerre contre toutes les puissances mondiales. Alors, qu'est-ce que vous allez regarder dans les prochains jours? Qu'est-ce qui sera déterminant? Qu'est-ce qui peut faire avancer? Moi, je compte sur le soutien de la communauté internationale. Mais ça, c'est pas vous, mais c'est vague. C'est quoi? C'est Joe Biden qui va au micro? C'est une résolution aux Nations Unies? Moi, je pense plutôt à tout ce que vous avez fait. Cette manière de relayer les contestations des Iraniens était très importante. N'oublions pas qu'il y a 3 ans, la République islamique, en 3 jours, a tué des milliers d'Iraniens. On est au 13e jour, il n'a pas encore osé de passer beaucoup. Mais les robinets, pardon Alice, les robinets des réseaux sociaux, on a vu Elon Musk qui voulait voler au secours avec Starlink des Iraniens. De moins en moins d'images arrivent, ils savent que c'est la faille, non? Oui, ils essaient. Après, c'est pas totalement verrouillé. Et quand madame parlait des hackers, il y a aussi des gens qui proposent des solutions techniques pour que les militants sur place puissent envoyer des images. Il y a des choses, il y a une mobilisation numérique, on va dire aussi, qui existe. Et puis, effectivement, le fait qu'on en parle, qu'on continue d'en parler, même si c'est que des bribes qui arrivent à sortir, il y a encore des informations qui sortent et qu'on peut relayer. Les États-Unis ont enlevé l'embargo sur un certain nombre du système pour que justement Elon Musk puisse faire ce qu'il a promis de le faire. Donc tout est vraiment, je dirais, côté privé. Mais quand vous entendez que le secrétaire général de l'ONU, il dit, moi je suis désolée d'être un peu remontée sur ce sujet, qui dit il faut qu'il y ait une enquête indépendante pour savoir pourquoi elle a été tuée. Il ne connaît pas l'Iran. Il ne connaît pas l'Iran. Il pouvait tout simplement prendre les scans de tout ce qui a été sorti par des hackers de l'hôpital le lendemain. On en sait plus. Est-ce qu'on en apprend plus dans le reportage de ce soir? On a vu, peut-être Sébastien en régie pourra nous les remontrer, ces images qui étaient dans le sujet d'Antoine Delcourt sur la jeune femme au moment de l'arrestation, dans cette espèce de hall de la police des mœurs. Elle tombe, le Macha, puis ensuite elle est évacuée, puis ensuite on a son visage quand elle est 3 jours dans le coma. Je rappelle, 22 ans, l'âge de son décès. Elle venait de province pour passer du bon temps à Téhéran. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de sa mort? Alors nous, on n'en saura pas plus. On n'a pas pu enquêter. Enfin, les conditions de tournage, elles sont très très compliquées. Notre journaliste sur place a failli être. Les images dont on parlait. Il a été dénoncé par une personne avec qui il tournait. Donc c'est très compliqué. Nous, on n'a pas pu enquêter. Mais ce que dit Massa, qui témoigne dans notre reportage, elle dit on n'a pas besoin en fait de les voir, les images de vidéosurveillance, etc. On sait, on voit tous les jours en marge des manifestations. Leur violence. Voilà, la violence, comment elle tombe, comme elle décrit la scène, sur ce petit groupe de jeunes de 15-16 ans qui sont là, qui font rien, qui parlent, qui se sont juste rassemblés. Et évidemment que le but de se rassembler, c'est de manifester, mais ils n'ont encore rien fait et ils se font tabasser violemment sous ses yeux, embarqués dans un van banalisé, on ne sait pas où ils vont. Donc elle dit, on n'a même pas besoin, en fait, on sait qu'une jeune fille de 22 ans, embarquée par la police des mœurs, qui meurt 3 jours plus tard,
sait qu'elle a été tabassée. D'ailleurs, elle n'est pas morte 3 jours plus tard. 3 jours plus tard, ils ont annoncé sa mort. Elle est morte sur le champ. Elle est morte quelques heures après. Voilà, c'est son médecin, c'est le médecin légiste qui a examiné le corps. Il a annoncé que la mort a eu lieu 3 jours avant, donc le jour même de son arrestation. Et pour rebondir sur ce que votre collègue a dit, il y a un tweet qui est devenu viral qui dit « Il nous tue ». Pour nous dire qu'ils n'ont pas tué Mahsa. C'est le paradoxe de kafkaïen. Voilà. Kafkaïen est terrible. 13 jours après la mort de Mahsa Amini, voilà, on faisait le point dans cette première partie du 18h avec des femmes engagées. Merci à engager en tout cas pour leur pays et pour les femmes. Merci infiniment, mesdames, de vous être arrêtées sur le plateau du 18h. On a senti votre émotion et votre engagement. Merci beaucoup, Alice. Merci de nous rapporter ces images qu'on découvre ce soir sur France 2 dans Envoyé spécial en première partie de soirée. Immersion au sein de ces jeunes qui risquent leur vie, on l'aura compris, pour la cause et pour la liberté. Certaines de ces femmes se sont réfugiées, comme vous le décriviez, madame, avant tout cela en France pour essayer de vivre cette liberté. L'une d'entre elles s'est confiée à Naoufel El Kawafi. Elle a fui l'Iran et son régime islamique pour la France. En 2017, Nexia est recherchée par la police des mœurs, à cause notamment de ses photos dénudées, jugées obscènes. Et quand tu vois seulement mes pieds et mes shoulders, tu penses que c'est nous, toutes nous. Et les gens commencent à m'attaquer. Oui, tu n'as pas de famille, tu es bizarre, tu es une prostituée, pourquoi tu es toute nue? Dénoncée par un photographe qui a tenté de la violer, cette mannequin est condamnée à de la prison et à 148 coups de fouet. Je suis la plus grande criminelle de mon pays parce que je voulais liberté et je voulais traiter mon corps comme je voulais. À 32 ans, Nexia vient de donner naissance à une petite fille dans un pays libre, alors que l'Iran est secoué par une vague de manifestations sans précédent. Et ma fille, elle est née exactement quand les gens commencent à faire manifestation. Et je me souviens, j'étais dans l'hôpital. J'arrive pas à respirer. Tout ce qui arrive à moi, c'était comme flashback. Mais je vois, ça arrive maintenant partout, pour toutes les femmes. Admirative des manifestantes, Nexia espère que le pouvoir en place va être renversé. Aujourd'hui, c'est histoire de liberté, c'est histoire des femmes de ce gouvernement. C'est histoire qu'on est Iran, on n'est pas Islamique République d'Iran, on est Iran. Et on a besoin à changer ce gouvernement. Aujourd'hui, la jeune femme est devenue un symbole pour des millions d'Iraniennes. L'espoir de pouvoir disposer librement de son corps. Il le dit dans son livre, deuxième partie du 18h, il oublie le monde quand il est sur la mer. Que se passe-t-il quand il navigue? Épidémie, catastrophe, soulèvement, comme celui dont on vient de parler. Il se raccroche à l'horizon, aux photos de ceux qu'il aime et aux baleines pour tenir le coup. On est ravis de recevoir Guirec Soudé. Bonsoir. Bonsoir. L'océan me dit revient. 181 jours à l'assaut de l'Atlantique aux éditions Solar. Vous avez mis je crois quelques 70 jours pour parce que c'est dans les deux sens. Oui, c'est exactement. Ouais, 70 jours pour aller. C'est ça. Hein, vous êtes arrêté en territoire américain. Alors la première traversée, c'était Canaries, Caraïbes. Caraïbes, et après vous refaites plus de 100 jours pour revenir. C'est ça, exactement. Ouais, avec des ampoules, mal partout, je respecterai votre intimité, je ne dirai pas tout, des coups de blues, des naufrages. Pourquoi vous faites ça? Moi, c'est ce que je me suis posé la question. Je dis, il est fou, quoi. Ouais, il y a peut-être un peu de ça. C'est vrai que souvent, je me pose la question, pourquoi en fait, en effet, le projet de départ était vraiment de faire juste une traversée aller, donc Canaries, Caraïbes, et j'avais embarqué un bouquin à bord de Gérard Dabovine, ça doit sûrement vous parler, qui est le premier Français à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame. Oui, parce que vous êtes à la rame, j'ai oublié de préciser. Et je suis à la rame, voilà. À la rame. C'est ça, exactement. 2 mois avant, je venais juste d'acheter le bateau. Je suis parti un petit peu sur un coup de tête. Et voilà, c'était une aventure... Que je savais qu'elle est folle, vraiment. Et c'est vrai que sur cette première traversée, je suis resté un petit peu sur ma faim. Et en plein milieu de l'Atlantique, d'ailleurs, de cette première traversée, en refermant le livre de Gérard Daboville, je me suis dit, OK, il faut absolument que je fasse cette traversée nord aussi. Et c'est vrai qu'une fois être arrivé à Saint-Barthélemy, j'ai dit, OK, maintenant, c'est bon, je veux faire ce retour.
Donc j'ai envoyé mon bateau aux États-Unis et je suis parti exactement du même endroit de lui, donc de Chatham à Cape Cod, et pour faire une arrivée en Bretagne, sauf que malheureusement c'est pas vraiment passé comme prévu. On va le raconter. Ouais. Alors je sais pas si c'est le 18e jour du retour, en tout cas c'est entre le 18e, le 22e, il y a 30 heures qui sont très compliquées, on va regarder. Vous chavirez, vous avez trop chaud dans votre petit bateau, vous faites, dites-vous vous-même, une erreur de débutant et vous avez peur avant de sombrer. On vous écoute parce que vous avez documenté tout ça, c'est ce qui est précieux dans les réseaux sociaux et on vous retrouve juste après. Ouais, c'est un truc de ouf ce qui se passe les amis, là je me suis retourné avec le petit bleu ouvert, j'arrivais pas à le refermer, le bateau c'est complètement... Là j'ai de l'eau partout dans le bateau, j'ai cru que j'arrivais pas à le redresser. C'est vraiment la merde là les amis, putain. C'est la merde, c'est la merde. Ça va le faire, ok? Alors c'est la merde. Désolé pour le vocabulaire. Et c'est la merde et ça l'a fait. Et ça l'a fait, il faut que ça le fasse, il n'y a pas le choix. Hein. Mais quand vous le racontez, vous pensez quand même que vous allez être papa quand vous partez. Donc c'est pour ça que je me dis que c'est encore plus fou. Ouais. Votre compagne est enceinte. Ouais, complètement. Et là, vous vous dites, je verrai pas ma fille. Et là, c'est vrai que en fait, je vais perdre mes parents et je vais être comme tout le monde, comme plein d'autres formidables marins, mais je vais finir au fond, quoi. C'est vrai que, en fait, quand je me suis retrouvé à l'envers avec mon bateau, en fait, à la base, ce rameur est étudié pour se remettre à l'endroit, sauf que j'avais un hublot ouvert à ce moment-là, et donc l'eau a commencé à s'infiltrer. Et en fait, il n'y avait aucun moyen de le refermer. Et vite, je me suis retrouvé à court d'air dans mon bateau, donc en effet, j'ai dû sortir de là. Et je me suis retrouvé à cheval sur mon bateau en maillot de bain pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, avec des déferlantes. Et là, je voyais pas la solution pour redresser le bateau. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis vu quand même un petit peu partir, quoi, vraiment. Je m'en voulais énormément. Je pensais, en effet, à ma femme, à ma petite fille qui allait arriver. Et je voyais aucun moyen, en fait. Et j'ai essayé de réfléchir, de toutes les façons que je pouvais. Et au final, grâce à un miracle, j'ai réussi à redresser le bateau. Et après, j'ai perdu tout moyen de communication, en fait, pendant 90 jours avec la terre ferme, en fait. Et c'était dur, pas vraiment, enfin, pour moi, oui, parce que je pouvais pas avoir de nouvelles directement de la terre ferme. Moi, j'ai pu garder un lien, si vous voulez, indirectement avec mes proches, parce que j'ai réussi à sauver une VHF portative, donc une radio, si vous voulez, c'est ça. Et grâce au cargo que je t'entends. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que il y a le danger du naufrage que vous avez traversé. On peut vivre ces émotions intenses avec vous en vous lisant, mais vous dites aussi que l'autre danger, puisque vous êtes minuscule par rapport au cargo, à ces espèces de... Vous dites, alors moi, je suis la niche du chien, et là, c'est l'immeuble en dur, et quand les deux se rencontrent, c'est mort. Mais c'est quand même lui qui va vous tendre le fil qui va vous relier à vos proches. Parce que vous arrivez à communiquer avec ce cargo que vous croisez. Ouais, quand c'était possible en fait, si vous voulez. Donc moi, il y a pratiquement plus rien qui fonctionnait à bord de mon bateau. Même pour transformer l'eau salée en eau douce, si vous voulez, je devais pomper, le faire manuellement, 1 heure et demie tous les jours. En plus de ramer 12, 15 heures, parfois 20 heures. J'avais par exemple plus de gaz pour me faire chauffer ma nourriture, donc je devais manger froid. Il y avait zéro confort. Je pouvais me brosser les dents une fois tous les 2-3 jours parce que j'avais presque plus de dentifrice. Plein de petites choses comme ça. Et en effet, donc j'ai bien, quand il était possible pour moi de recharger grâce à un panneau solaire amovible, en fait, ma VHF. Et de temps en temps, je pouvais croiser 2 cargos dans la même journée, et parfois pas de cargo pendant des semaines, en fait. Et c'est vrai que ma phobie, c'était des moments où j'avais aucun moyen de rentrer en contact avec ce cargo potentiellement qui arrivait droit sur moi. Je me disais, mais lui, c'est sûr qu'il me voit pas, moi je voyais que lui. Et là, je me disais, c'est quand même dommage de finir comme ça. Et c'est vrai que je me suis fait quelques petites frayeurs. Alors, ça rend fou de terreur, de grande frayeur, parce qu'il n'y a pas de terreur. Vous gardez votre sang-froid et c'est pour ça aussi que vous en sortez, c'est votre force. Et de bonheur, parfois. On a fait avec Sébastien un petit melting pot des moments de cette traversée à la rame. Je le rappelle, imaginez-vous si vous êtes dans votre canapé, ce que ça peut faire. Et vous n'allez pas me croire si je vous dis que je me fais attaquer par une tortue, quoi. Donc là, il faut que j'accélère un petit peu parce qu'elle a tendance à venir sous le bateau et elle tape, quoi, comme un caillou. Et il y a tout qui tremble, alors j'espère que ça va pas faire une fissure. Et je commence un petit peu mal là au niveau des mains. Je sais pas si on voit là, mais elle commence à être abîmée quand même. Ça fait 12 ou 13 jours que je suis bloqué, quoi. Avec un vent contraire que je fais marche arrière. Et ça fait, en gros, ça fait 2 semaines, quoi.
2 semaines, mais comment je fais pour pas devenir fou, quoi? Mais si, en fait, je suis en train de devenir fou. Bien sûr que oui, je vous assure. Ah là là, le jour où je vais voir les côtes se dessiner au large, eh ben, je peux vous dire que je serai content. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, mais on renvoie sur votre livre. Là, c'est quand vous êtes bloqué en marche arrière. Alors, pardonnez le langage non marin, mais pendant quelques jours. Non, mais vous voyez aussi des super belles choses. Il y a les poissons qui vous leur donnez des petits surnoms. Quand on vous dit réchauffement climatique, environnement, vous qui voyez cette beauté sous le nez pendant tous ces jours, ça vous touche? Vous êtes engagé là-dedans? Bah oui, évidemment. Donc il y a plein de belles choses, comme voilà cette faune qu'on peut rencontrer. Heureusement qu'elle est présente. Et puis parfois, malheureusement, oui, il y a la pollution. J'ai été amené à rencontrer des déchets quotidiennement pendant ma traversée. Ça pouvait être du ballon de baudruche à du matériel de pêche, à des bidons. Et les photos de vous avec des boutins, des traînes, des filets. Quand je pouvais, j'essayais de les ramasser, mais au final, bon, c'est rien. En fait, je sers pas à grand chose là-dessus. Donc en effet, je suis témoin, je suis pas scientifique, je fais pas de politique non plus, bien évidemment. Mais j'essaye de montrer ce que je vois. Et puis bon, je pense qu'aujourd'hui les Français sont conscients de ce qui se passe. Et c'est vrai que j'ai passé aussi pas mal de temps dans les glaces auparavant avec ma poule Monique. Comment va Monique? Monique va bien, elle aurait aimé venir, mais c'est vrai que c'était compliqué. Pourquoi vous l'aviez emmenée avec vous? Pour avoir de la compagnie ou c'était un défi? Non, alors ça c'était ma première aventure. Donc en effet, j'ai fait un tour du monde de 5 ans à bord de mon voilier avec une poule. Avec une poule. Et l'idée c'était d'avoir de la compagnie et qui signe la préface, bien évidemment. Voilà. Elle va bien. Elle va super bien et elle s'excuse de pas être là ce soir. Mais voilà, je l'ai eu au téléphone. Je suis pas super à l'aise avec les poules, c'est pas ce que je vous aurais dit. Le prochain projet, c'est vous êtes sur votre IMOCA, je crois qu'on a des images. C'est quoi? C'est le Vendée Globe, c'est la. C'est ça. Donc prochaine course, c'est quoi? Et là, c'est la route du Rhum à bord de mon voilier, freelance.com. Sur un vrai bateau. Sur un vrai bateau, enfin quoi. Un bateau où il y a de la place, on peut marcher, voire courir, qui va vite, on sent un minimum en sécurité. Et c'est vrai que c'est sympa aussi. Parce que Romane, elle était vaillante, mais peut-être plus fragile. Merci infiniment, Guirec Soudé. L'océan me dit revient. Nous, on a envie de vous accompagner, mais en papier, ça suffit. Et il y a aussi une version pour les enfants. Voilà. Mon journal de bord, les journées d'un aventurier qui traverse l'Atlantique. Ça permet de s'amuser en s'instruisant, tout comme vous le faites toute la journée sur France Info. Tout de suite, le rendez-vous info brut, puis ce sera évidemment Lucie. Très bonne soirée, à demain.